En 2013, le magazine Rolling Stone a demandé à ses lecteurs de choisir la chanson la plus triste de l'histoire. Et parmi toutes les réponses, les 10 morceaux les plus cités forment un classement. Hier, j'ai posé la même question à mes abonnés sur Instagram. Alors, est-ce que le résultat est différent ? Bah oui, je peux poser le téléphone. Je vais regarder après les résultats, mais c'est sûr, déjà, il y a à peu près 40 années d'écart entre les deux pôles réponses et un océan Atlantique. Donc évidemment, c'est impossible, mais en plus, c'est assez vain d'imaginer une réponse logique à une question artistique. Pardon, l'art ne peut pas être meilleur, c'est impossible. En tout cas, personnellement, j'y crois pas, c'est une conviction. C'est quand même elle qui va y habiter. Oui, mais vu qu'elle fait appel à une professionnelle, c'est bien de sa part, parce que la vérité, c'est qu'elle a aucun goût. Autant qu'elle tienne compte des conseils qu'on lui donne. Tu me demandes... J'essaie de lui faire aimer les belles choses et elle est complètement fermée, elle se braque. Tu devrais lui dire, toi. Ah non, j'ai rien du tout. Alors, puisque nos avis biaisés sont inutiles, voyons voir ce que dit la science. C'est tout le challenge d'Annalise Micallef-Grimaud, docteur en psychologie de la musique. Avec son équipe à l'université de Cambridge, elle a constitué une liste assez large des plus grandes chansons tristes. Et c'est notamment aidé du top 10 de Rolling Stone, du top 50 de New Musical Express ou de centaines de playlists. Et miracle, ils ont trouvé des facteurs communs à toutes les chansons tristes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une chanson peut être scientifiquement triste. Ça, c'est le premier résultat de leur étude. Alors, ça veut dire que la chanson qui combinera le mieux tous les critères communs serait la chanson la plus triste de l'histoire. Et vous êtes ici pour la découvrir. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Bon alors, c'est quoi cette chanson ? Eh bien, sachez que j'ai été très étonné de me rendre compte que c'était pas Alléluia de Leonard Cohen. Alléluia est un morceau de Leonard Cohen qui l'a écrit dans une grande souffrance, vous allez voir, on va en parler, mais il a été énormément repris. Et quelques-unes de ces reprises sont devenues mythiques, mais une en particulière, notamment parce qu'elle était extraordinaire et que son auteur est mort tragiquement, extrêmement jeune, peu de temps après l'avoir sorti. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble l'histoire chaotique du morceau Alléluia. On sait que tu es génial, mais on ne sait pas si tu es bon, donc tu es viré. Comment réagirais-tu si ton patron te disait ça après 18 ans de bons et loyaux services, en précisant quand même que t'es un génie ? Normalement, à ce moment-là, 2 options s'offrent à toi. La première, c'est un middle kick dans sa tranche de cake, comme Medine dans le morceau bonus d'Arabian Panther. Appelle la sécu avant que je bondisse de ma place, que tu reçois ma patate de la middle class. Tu veux du mainstream, des tubes de l'été, moi le seul tube qui te fera danser aura le canon scié, bande de colons. La deuxième, celle de la vraie vie, c'est de repartir en baissant les yeux avec ton album sous les bras. Effectivement, Columbia, chez qui il est depuis 1967, ne souhaite pas sortir le disque aux États-Unis. Et c'est vrai, ici il a toujours eu moins de succès qu'en Europe. Et en même temps, comment veux-tu qu'un ancien poète plaise à un pays capable de choisir George Bush pour les présider ? C'est impossible. Avec ce 7e album un peu bizarre, Various Positions, Leonard Cohen inaugure ses années de production synthétique. Ça y est, il se met enfin à la page, c'est les 80s, on y va, on passe de ça à ça. Et c'était pas évident parce que notre ami a déjà plus de la cinquantaine passée à ce moment-là. Donc Léonard se fait du mal, il a pas peur. D'ailleurs, il a raconté plusieurs fois qu'il a terminé d'écrire Alléluia dans une grande souffrance. Il était par terre en caleçon dans sa chambre d'hôtel en train de se frapper la tête contre le sol pour que les mots jaillissent. Oui, je note. Caleçon, sol, frappé, tête, whisky. Non, le whisky, je le rajoute. Alors, à la sortie, l'album ne fonctionne pas vraiment. Pourtant, personne ne le sait à ce moment-là, mais il contenait 2 ou 3 de ses plus grands morceaux, comme Dance Me to the End of Love. De son côté, Alléluia ne passe pas à la radio, mais il tombe dans l'oreille de plusieurs collègues. D'abord, Bob Dylan, qui la chante sur scène à la fin des années 80. John Cale la reprend ensuite en 1991. Et surtout, Jeff Buckley la transcende 3 ans plus tard, en 1994. D'ailleurs, c'est surtout lui qui la rend triste. À la base, c'est plutôt une chanson d'amour, assez chaleureuse, que le gospel du refrain rend réconfortante.
l'interprétation de Jeff Buckley change tout. But now you never show that to me, do you? Aujourd'hui, ce morceau est devenu classique, je crois qu'il doit en exister plus de 300 versions. From your lips, she drew the hallelujah. Et le monde attend le temps de l'alléluia. Quand j'ai trop pu, j'écoute du Vianney. Et si vous me permettez un petit billet d'humeur, quelle indignité d'avoir préféré la version de John Cale à celle de Jeff Buckley pour la scène de Shrek. Pourquoi ont-ils fait ça? J'espère que c'était un problème de droit d'auteur, qu'ils n'ont pas réussi, du coup ils se sont rabattus sur celle de John Cale qui est très bien, mais ça me surprend pas. Alors que la guitare électrique dans la version de Jeff Buckley, c'est grandiose. Ça me frappe, ça me cogne, ça me sort de tout ce que je connais déjà. C'est le principe même de pourquoi on est vivant. I used to live alone before I knew you. Une guitare électrique, une voix douce et sensuelle et triste, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Quand il la chante en 1995 à Chicago, c'est un silence immense tellement il estomaque le public. C'est une sorte de transe délicate, c'est presque religieux ce qu'il propose. And every breath you drew was hallelujah. Hallelujah. D'ailleurs, Jeff, tout timide, avait déclaré « J'espère que Leonard n'entendra jamais cette version ». Et effectivement, ça a dû être assez compliqué pour Leonard d'entendre quelqu'un sublimer autant sa propre chanson. À ce niveau-là, on est sur une humiliation. Voilà. Désolé, Leonard. La chanson est malheureusement entrée d'autant plus dans la légende quand Jeff Buckley a été retrouvé mort noyé 3 ans plus tard, à seulement 31 ans. Un peu à la manière de Bon Scott juste après Highway to Hell. Évidemment, après ça, la dimension mélancolique du morceau a été décuplée jusqu'à devenir quasiment insoutenable. The baffled king composing hallelujah. Mais c'est pas terminé. La dinguerie, c'est que son père était aussi un très bon chanteur et il est aussi mort très jeune, à 27 ans. Comme si c'était une malédiction de famille. Et pour finir, le succès des reprises d'Alléluia plus la nostalgie du public pousse Leonard Cohen à repartir sur une tournée mondiale en 2006 à 73 ans. Merci Jeff Buckley, merci X Factor, merci Shrek. Et pour info, il décède en 2016. Donc la chanson la plus triste de l'histoire, c'était pas Alléluia, ok. Mais alors là, j'étais très étonné d'apprendre que c'était pas non plus Mon Vieux de Daniel Guichard. Ça m'a surpris. On ne recevait jamais personne. Daniel Guichard est né avant l'année 1950, ce qui nous autorise officiellement à l'appeler par le titre de sa chanson. D'ailleurs, c'était pas vraiment sa chanson. Mais ça, il a souvent oublié de le préciser, ce coquin. Ce coquin de Daniel. Donc voici la triste histoire d'une des chansons qui l'est peut-être encore plus. Oui, c'est normal. J'ai fait un premier tournage sous Covid, ce qui explique mes cheveux et ma tête de mec prêt à partir, quoi. Je suis pas très loin de rendre l'âme sur la vidéo. Bon, au tout début, il y a elle. C'est Michel Senlis, une parolière légendaire qui a taffé pour Léo Ferré, Dalida, Juliette Gréco ou encore Jean Ferrat. Et justement, c'est lui qui mettra en musique ce texte qu'elle a pendu sur son père en 1962, soit 12 ans avant la version qu'on connaît de Daniel Guichard. Dans son vieux par-dessus râpé, il a fait pendant des années le même chemin, le même boulot. En 1963, elle est interprétée par 2 chanteurs assez banals, et je m'excuse auprès de leurs petits-enfants si jamais ils m'écoutent, Jean-Louis Stein et Jacques Boyer. Mais à la fin de l'année, le père de Michel meurt, et elle demande à ce que la chanson soit plus exploitée. C'est trop douloureux pour elle. Jusqu'en 1974 où elle accepte que Daniel la reprenne, sans réellement savoir qu'il avait retouché quelques paroles. Pour elle, son texte est sacré. C'est impossible d'imaginer qu'on le modifie, et encore moins si on la prévient pas. Comme ça dans son dos. Du coup, elle en veut à tout le monde. En plus, la version de Guichard rencontre un succès énorme, et bien souvent, il oublie de la mentionner, quand on l'encense sur le texte. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. C'est 10-15 ans après 1974 qu'il a commencé à préciser que c'était la chanson de Michel Senlis. Pas vraiment de son plein gré, quoi. Et il y avait 3 couplets, il y en a eu 4, j'ai enlevé tout ce qui me plaisait pas, mais j'ai gardé ce qui était essentiel, c'était ce vieux par-dessus râpé. C'est pas un drame en soi, il a tué personne, il a agressé personne, etc. Mais c'est un manque de classe. Voilà, c'est un dit long sur un homme, en vrai. Il y a 2 sirènes en même temps. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Maintenant qu'on a clarifié la situation et qu'on a dit notre hommage à Michel, l'interprétation de Daniel est impeccable, je suis obligé de le dire. Passer des années à côté de lui sans le regarder, on
On a à peine ouvert les yeux, nous deux. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, un artiste peut autant sublimer cette chanson précisément ? Parce qu'il a vu son père mourir alors qu'il était hyper jeune. Il avait que 15 ans. Soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Parti au boulot, premier métro, il rentrait le soir à 7h. C'était pas l'époque, on faisait 35 heures par semaine, donc il était soudeur à l'arc, soudeur autogène, il revenait avec des crevasses plein les mains l'hiver. Alors qui, je vous pose la question, qui de mieux placé pour chanter la vie ennuyante d'un père prolétaire et peu bavard ? C'est pour cette raison qu'il le chante comme s'il l'avait écrit. Et c'est exactement pour cette même raison que les gens chialent à chaque fois qu'il l'a fait en live. Ça marche à chaque fois, à coup sûr. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Pourtant, il n'a pas une voix hors du commun non plus. C'est pas Balavoine, c'est pas Céline Dion. Mais c'est juste et émouvant. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Cette chanson est aussi un petit peu un hommage à la génération de pères qui a connu les guerres. Et si t'as vu un pote à toi se faire exploser par un obus allemand, c'est dur d'être une pipelette à table, quoi, j'imagine, je pense. Nos parents ont ramassé tellement sur la tronche avec les guerres et le reste qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir des états d'âme du style « je t'aime ». Au final, mon vieux, c'est un petit peu la version des années 70 de La Nuit des SCH. Et j'ai été très surpris d'apprendre que c'est pas elle, la chanson la plus triste de l'histoire. Alors là, surpris. Mais avant, est-ce que tu te rappelles de l'époque où quand on t'appelait, tu avais hâte de décrocher pour discuter avec un proche ? Pov, tu es au téléphone en 2005. Oh salut Louis, comment tu vas depuis tout ce temps ? Et ta femme, elle va bien ? Tes enfants n'ont pas succombé à l'épidémie de la peste ? Ah non, c'était pas aussi vieux quand même, 2005. Pov, t'es au téléphone en 2025. Désolé, madame, je suis pas intéressé. Ah ouais, c'est quand même pas très cher cette histoire. Eh ben oui, mais alors, mon IBAN. Et si tu reçois des appels, des SMS ou des emails, c'est parce que tes données ont été vendues. Voilà, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent sur ton dos, avec des informations extrêmement précises sur ta vie, style ton âge et là où t'habites, mais ça peut être aussi ton orientation sexuelle, politique, etc. Sauf qu'en Europe, en principe, des lois interdisent cette vente. Ça veut dire qu'on peut contacter tous les data brokers qui détiennent nos données et ils sont obligés de les supprimer. Sauf que c'est hyper long et chiant. Personne n'a envie de faire ça. C'est là qu'intervient Incogni qui le fait pour toi. Perso, j'ai rentré 2 adresses mail il y a quelques jours et ils ont trouvé 47 fuites de données. Pour l'instant, selon Incogni, j'ai économisé 23 heures de taf. Actuellement, 31 demandes ont été acceptées et 16 sont toujours en cours. Et il y a carrément 11 brokers qui n'auront plus jamais le droit de me mettre sur leur liste. Il y a aussi la fonction Custom Removals qui permet de chercher manuellement les sites qui pourraient détenir nos données. En général, au bout d'un mois, c'est extrêmement efficace et on ne reçoit plus d'appels, de mails, etc. Avec le code VDiscute, vous avez 60% de réduction sur le plan annuel. Merci beaucoup à eux de sponsoriser la chaîne et puis on repart. Ah, quand mon père partait travailler, il faisait nuit. En 2016, SCH, qui dans la tradition de l'artiste méditerranéen brille déjà dans l'exercice de la chanson mélancolique, on parle bien sûr d'un type qui finit sa première mixtape avec ses 2 chansons, nous propose un hommage à sa mère. Et je suis content de bientôt terminer cette phrase que j'avais débutée pendant la finale des 100 mètres des Jeux Olympiques de Paris, en reprenant le célèbre gimmick d'Alain Souchon. Allô maman, bobo. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. Si j'étais un visionnaire, j'aurais pu comprendre dès ce moment-là, dès 2016, qu'il avouait au monde son amour de la variette. Mais en vrai, j'étais trop con. Et ivre. Un jour sur 2. Heureusement, j'ai fini par comprendre 1 an plus tard avec la sortie de Deo Favente, et donc du morceau La Nuit. La toute grâce de mon père aurait pu rêver la ville. Ne pars pas, je t'en prie. Alors dans Allô Maman ou dans Auto, qui sortira un petit peu plus tard, il y a des références à ses parents qui sont touchantes, mais ça reste assez vague. C'est pas des chansons qui sont construites 100% autour du sujet, contrairement à La Nuit. La Nuit qui est un morceau extrêmement explicite, c'est quasiment du storytelling, voilà un petit peu... Ouais, c'est une chanson de variette, quoi. La lune est claire et ton corps, le mimosa fleuri du jardin, les arbres et le 4x4 du voisin, il était 3h du matin. Ici, on se retrouve dans les yeux d'enfant de Julien, et qu'est-ce que voient ses yeux ? L'alcool, la maladie, les huissiers. Relance EDF, je voyais ses cheveux s'enraidir, l'huissier son foutu enthousiasme en vue du travail accompli. Entremêlé de quelques anecdotes, parfois marrantes, il y en a vraiment une en particulier qui me tue, qui me fracasse,
c'est quand son père, il se lève la nuit pour aller siphonner l'essence du gamos du voisin. J'entends encore le 4x4 du voisin, ça sent l'essence dans le tuyau jaune, quand papa siphonnait le semé. Là, je vais vous dire un truc, ce qui est fou avec SCH, c'est que c'est probablement le mec qui a le plus menti dans toute l'histoire du rap français dans ses textes. Il parle de mafia une ligne sur deux, alors que c'est juste un mec qui a trop regardé Scarface à la base. Mais quand il s'agit de son père, alors là, il est hyper honnête. Pas de... Tu vois, il aurait pu l'embellir un petit peu, je sais pas, le rendre héroïque, mais non. Son père, c'était un mec tout le temps malade, voleur, homophobe, qui s'occupait pas de lui, super. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Ah ouais, nickel, nickel, pas mal l'hommage. Super beau le tableau que tu dépeins. En vrai, j'en rajoute, il avait l'air quand même assez badass, son père. Si je continue sur la lignée des morceaux extraordinaires qui parlent de leur papa, je vais finir petit à petit par arriver à Stromae. Et oui, ça va arriver, c'est logique. Vous voyez le morceau que j'ai en tête? Bien sûr j'y vais. Bien sûr que je vais le faire. Qui peut m'en empêcher? Personne. Pas même Nizos. Faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Alors, selon son étude, dont je parlais au début de la vidéo, Analyse Mikalev Grimaud décrète 6 caractéristiques communes aux chansons tristes. Un tempo lent, un mode mineur, une articulation legato, des niveaux dynamiques doux, des tons plus bas et un timbre sombre. Et Papa Outé, c'est tout l'inverse. Clairement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle nous rend pas vraiment triste quand on l'écoute, et c'est pour ça que je vais pas en parler non plus pendant des heures, mais c'est intéressant de la mentionner quand même, parce qu'elle est triste, surtout, elle a été créée à cause d'un niveau de tristesse infini. À la base. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Certes, on est sur un tube qui peut aller chercher les 17 rotations par jour sur énergie, mais c'est surtout l'œuvre d'un gamin à qui on a arraché le père d'un coup. Il est mort en 1994 pendant le génocide rwandais, mais on ne lui a annoncé la nouvelle que 3 ans plus tard, c'est-à-dire on lui a dit la vérité 3 ans plus tard. 3 années entières à se demander où est son père, est-ce qu'il va revenir, est-ce que je vais le revoir. D'ailleurs, dans le même album, il y avait Formidable, et je pense qu'il faudrait qu'on discute, mais genre vraiment, de la capacité de ce Belge maigrichon à fabriquer des hits tristes. Tu étais formidable, j'étais formidable. Quelque chose de joyeux sur des choses tristes. Tu prends les plus grands tubes français, c'est toujours ça. Et Stromae le faisait de fou déjà dans tous ses tubes. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être un peu de ça. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser, Vald, il a sorti un hommage à sa mère dans son dernier album. Mais c'est fou que ce soit pas celle-là la chanson la plus triste de l'histoire. Des fois, je la vois dans le miroir. Des fois, je la vois dans le miroir. Mais Trentenaire Sûr se rappelle peut-être d'un format YouTube de l'époque 2011, 12, 13 là, où les rappeurs dits techniques devaient écrire des punchlines avec des mots imposés. Électricien, Beethoven, briquet, pendule, hippocampe, DJ Deschamps. Ah, tu veux me faire des problèmes. Le rap game, c'est la Ligue 1, appelle-moi Zlatan, Jazzy, Basimovic. Maintenant, imaginez ce concept en version hardcore. C'est plus un mot imposé par-ci par-là, c'est des phrases entières sur tout le morceau, et en plus, c'est des phrases de daronne raciste. Elle est bonne qu'à faire des gosses, à faire allô la caf. J'exagère un peu. Mais que un peu. Anti-chômage à la maison, anti-chômage. Chômage, c'est vraiment inadmissible, tu vois. Je pense qu'ils se sont forcés, ils trouvaient ça inadmissible que les autres se forcent pas. Ça n'a ni queue ni tête qui a la rêve, j'ai envie de me défoncer. C'est tout le challenge qu'a embrassé Vald pour l'outro de son dernier album. Oh mais où tu vas chercher tout ça? Vous pouvez trouver que le morceau est éclaté, et c'est pas du tout mon cas. Mais par contre, reconnaissez au moins le bonheur que c'est d'avoir un mec à ce niveau de succès tenter des choses qui feraient peur à tous les DA de maisons de disques. Parce que clairement, tu mets un Vald un peu tristouné sur la même prod, genre premier degré là, ça peut faire 50 millions de streams facile. Que les anges m'entendent. C'est beaucoup plus dur de faire un bon morceau et de réécouter un morceau un peu spécial comme celui-là, quoi. Je suis pas rassuré, ça va me perturber. Oh, tu vois, tu te moques, tu verras quand tu seras vieux. Ce qui me fait dire que sur le papier, on est potentiellement sur la pire idée de l'histoire du rap. Mais au final, ça passe bien. Ah, vous voilà mes héros. Oh, oh. Bébé, regarde comme c'est beau. Et le renard comme c'est bon. Elle m'émeut, cette chanson. Je trouve que c'est l'hommage le plus sincère que j'ai jamais entendu dans le rap. Je voulais mentionner Paradis perdu pour clore ce petit chapitre sur les relations parents-enfants dans les chansons françaises. Petite pensée aussi pour Fleur d'automne de Dossé, sortie en 2022. C'est un peu plus classique sur la forme, mais ça reste une chanson totalement bouleversante. Ma mère, c'était le genre de personne qui aidait tellement tout le monde qu'on se disait naturellement qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Et bien sûr, c'est un piège. On a tous besoin d'aide. Je fais quoi maintenant? Là, tout de suite, c'est moi qui ai besoin d'elle. Attends, je crois que je suis hyper con. Cambridge, c'est une fac anglaise. Évidemment qu'ils s'en branlent des chansons françaises. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ça serait pas Force of July. Alors là, je comprends pas si c'est pas ça.
Could I have said to raise you from the dead, or could I be the sky on the 4th of July? Bon, alors, s'il fallait organiser l'élection de la plus grande inspiration pour les chansons tristes, sachez que la famille gagnerait au premier tour avec un score Poutino-Bouteflикesque. Sufjan Stevens est un artiste assez énigmatique. Je le connaissais très mal avant cette vidéo. Mais c'est pas très étonnant parce qu'il a l'air vraiment de détester la fame. C'est quasiment impossible de trouver une interview qui date de moins de 14 ans et il n'apparaît jamais dans les rares clips qu'il a fait. C'est un mec timide et simple, mais surtout qui a une des voix les plus douces qui m'a été donnée d'entendre. Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? And I'm evidence, know that I dream. Where do you wrong? I have touched you for the last time. Is it a video? Le super pouvoir de Diablo dans X-Men, c'est de se téléporter. Le super pouvoir de Sufjan, c'est de mélanger son vécu triste à sa voix et d'en faire des chansons émouvantes. C'est trop simple pour lui, c'est abusé. Alors je crois que Sufjan Stevens a pris vraiment au pied de la lettre la signification de son prénom venu avec une épée au moment d'écrire 4th of July. C'est un morceau simple, puissant, mais qui fend le cœur. The hospital asks, should the body be gassed before I say goodbye? Pour info, c'était le 3e morceau que vous avez le plus cité quand je vous ai demandé sur Instagram. Vous l'aviez cité à égalité avec True Love Waits de Radiohead, Nacré de Laylo et Ne me quitte pas de Jacques Brel, sachant qu'en 2e position, on avait Qu'ils ont de la chance de DC's et en première position, suspense, est-ce que t'as deviné? Oui, c'est simple. Attendez-moi de Gizmo. Mon pote ami me roca, il s'est fait trouer. Revenons à nos moutons. La mère de Sufjan, Carrie, porte sur elle 1001 fardeaux. Vous allez voir, c'est dur. C'est vraiment dur. Elle est bipolaire, schizophrène, dépressive et alcoolique. Forcément, lorsque Sufjan naît, elle se rend bien compte qu'elle sera pas capable d'être le bon modèle, de l'éduquer dans des bonnes conditions, etc. Et elle a sûrement fait le bon choix, même si ça devait être dur. J'imagine même pas à quel point ça devait être dur. En tout cas, elle quitte le foyer pour le protéger. En 2012, pour couronner cette triste vie de pénitence, la mère de Sufjan développe un cancer de l'estomac. À ce moment-là, les heures sont comptées pour Sufjan qui va tenter de recréer un lien qui n'a jamais vraiment existé au final. Malheureusement, il n'aura pas eu beaucoup de temps parce que son état se détériore extrêmement rapidement. Elle décède assez vite. Je dis malheureusement, mais en vrai, comme dit Val dans son dernier album, heureusement qu'elle est partie aussi vite. En vrai de vrai. Personne n'a envie de souffrir un mois de plus. C'est elle qui va inspirer quasiment exclusivement l'album de son fils, Carrie and Lowell. L'album entier est déchirant, mais sur 4th of July, on atteint un niveau assez rare. Such a funny thought to wrap you up in cloth, do you find it alright? La composition de la chanson est très sobre, elle rappelle presque une comptine pour enfants qu'on chanterait comme ça avant de dormir, avant le petit bisou bonne nuit, tu t'es bien brossé les dents, ce que n'a jamais connu Sufjan, en tout cas jamais de sa mère. 4th of July est une conversation fictive entre Sufjan et sa mère sous son lit de mort, qui tente d'illuminer le plus possible ce moment d'obscurité tragique, et même si chaque phrase prononcée est assez déchirante, elle se veut surtout pleine d'espoir. À travers ces paroles imagées de sa mère, en réalité, Sufjan tente d'atténuer sa peine. En fait, il essaie de se rassurer. Alors, si on l'écoutait simplement, 4th of July réussirait sûrement à arracher les larmes à une statue de marbre. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Mais si on y regarde de plus près, ce qui fait sa puissance, c'est qu'elle résonne plus comme une ode à la vie qu'à une lamentation. Make the most of your life. What is rife? What is light? Mais si c'est pas 4th of July la chanson la plus triste de l'histoire, selon la science, pourquoi ça serait pas Tears in Heaven d'Eric Clapton? You know my name. If I saw you in heaven. Il y a des chansons, parfois, qui nous crèvent le cœur, juste à les entendre, sans même comprendre ce que la personne dit, potentiellement parce que c'est en anglais, on parle mal. Tears in Heaven, c'est exactement le cas, ça pue la tristesse, c'est évident. Il n'y a pas... voilà. Tu l'entends. Mais alors, quand on connaît la jeunesse de la chanson... Vraiment, j'exagère pas. Ceux qui connaissent le savent pourquoi je fais cette gueule. Ceux qui connaissent pas l'histoire, accrochez-vous à quelque chose si vous pouvez, et écoutez. Si t'es encore là, il y a une grande chance que tu passes un bon moment. Et c'est un petit peu perso ce que je vais te dire, mais le mois dernier, j'ai perdu 4 abonnés. Et ma tante est morte. Mais les abonnés, c'était un vrai choc. Alors, je ne demande pas la lune, simplement 4 personnes pour les remplacer. 4 volontaires, 4 bénévoles.
Et je sens qu'une de ces 4 personnes, c'est toi. Bon, Eric Clapton, c'est pas n'importe qui, d'accord? Voilà, c'est un artiste légendaire. On parle quand même du 2e meilleur guitariste de l'histoire selon le classement de Rolling Stone. Encore ce magazine. Et transition un tout petit peu soudaine, mais en 86, Clapton est en instance de divorce avec sa femme Patti. Et durant cette période, il commence à fréquenter un mannequin italien qui s'appelle Laurie Del Santo. Très vite, ensemble, ils vont avoir un fils qui décide d'appeler Connor. Et encore une fois, chacun ses goûts. Vous allez le voir dans la chanson la plus triste de l'histoire selon la science, qui sera juste celle d'après. On arrive à la fin de la vidéo. Parfois, être père ne suffit pas à guérir ses addictions. Mais c'est pas le cas de Clapton, qui réussit justement à mettre derrière lui des années d'addiction à l'héroïne, cocaïne aussi, pour donner la meilleure version de lui-même à son fils. Et c'est magnifique. Et on arrive à ce qui va être terrible. Le 19 mars 1991, toute la petite famille se rend au cirque. À ce moment-là, la vie est belle, et il racontera tout ça sur Circus Left Town. Évidemment, les parents étaient très loin de savoir et d'imaginer que c'était le dernier jour qu'ils passaient avec leur fils. Le lendemain matin, Clapton se lève et s'apprête à retrouver sa femme et son fils qui logent dans un hôtel. Je sais pas pourquoi ils logent pas ensemble, j'ai rien compris. Bref, c'est les vacances, tout le monde est heureux et aujourd'hui, ils vont aller au zoo. Mais à ce moment-là, sa femme l'appelle et lui dit « Connor est mort, il est tombé par la fenêtre ». Dans ces conditions, pas évident de respecter le programme qu'on s'était donné. Tant pis pour le zoo. S'il y a des jeunes parents qui nous regardent, on fait attention aux fenêtres maintenant. Même si vous faites de la guitare, ça vaut quand même peut-être pas le coup de faire une belle chanson. Après 4th of July ou Papa Outé, on reste dans des histoires de vie tragiques. Et je me rends bien compte que la vidéo est très lourde à regarder, mais faites pas les acteurs. Vous avez un amour morbide pour les drames, assumez-le. Le seul truc, c'est qu'à la base, j'étais Seb de Wish, maintenant je me transforme en Squeezie Wish avec ses traits d'horreur de merde là. Pardon. Dans un monde idéal, les Cleveland Cavaliers ne devraient pas avoir de titre NBA et aucun parent devrait enterrer son enfant. Et à ce moment-là, je pense que si on demandait à tous ses amis, tout le monde aurait pensé qu'il allait se remettre dans la drogue. Tu viens de perdre ton gosse, bah hésite pas, fais-toi un cocktail avec crack et coke, tout, triple viande, s'il te plaît, chef. Sauf qu'à la place, il décide d'écrire une chanson en toute sobriété. Et il pose cette question qui est absolument terrible. Est-ce que tu tiendrais ma main si je te voyais au paradis ? L'atmosphère est lourde. Le simple fait de se poser cette question démontre une force titanesque face au deuil. Et d'ailleurs, Eric Clapton poursuit la chanson avec ça. En fait, il va porter pour le restant de ses jours le poids d'être encore en vie et évidemment de se sentir coupable pour la mort de son enfant. C'était lui qui était censé le protéger, enfin c'était lui et sa femme. Ils ont failli à leur mission, évidemment tu te sens coupable. C'est pour ça qu'il estime ne pas mériter le paradis. Alors juste, si je peux ajouter une petite piste de réflexion concernant l'histoire du paradis là, peut-être qu'il n'y sera pas accepté parce qu'il est raciste. Il y a une anecdote assez triste, en fait, en 1976, alors peut-être que c'était un autre monde et tout, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même parlé de lui dans cette vidéo. Il est en plein concert, il demande à son public « Est-ce qu'il y a des étrangers ici ? Vous n'avez rien à faire dans ce concert, mais en plus dans ce pays. Voilà, vous n'êtes pas les bienvenus en Grande-Bretagne, rentrez chez vous. » Un truc comme ça, il s'en est excusé, il a dit qu'il était complètement ivre et qu'il le pensait pas du tout, bon bref. On a compris. Sur ces paroles, évidemment magnifiques, c'est l'heure d'enfin vous dévoiler la chanson la plus triste de tous les temps, selon la science. En 2022, le Batman de Robert Pattinson semble plus sensible que celui de Nolan. Moins puissant, plus torturé. Et le réalisateur, Matt Reeves, déclare qu'il s'est inspiré de Kurt Cobain pour l'écriture du film, période pendant laquelle il écoutait en boucle une chanson de Nirvana. Une chanson qui donnera le ton et l'ambiance au film, et une chanson évidemment qu'on retrouvera dans une scène marquante. These nights all roll together in a rush, behind the mask. Elle marquera le monde entier puisqu'à sa sortie, les écoutes de la chanson bondissent de 1200%. C'est l'outro de Nevermind et assurément un des plus grands morceaux du groupe. S'il est presque plus badass que Tire-Larme, il coche toutes les cases de l'étude universitaire d'Annalise Mikalev Grimaud. C'est lent, doux, avec des tons très bas et un timbre sombre. Les deux autres caractères, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, les gâteaux, je sais pas, j'aurais pu faire la recherche. Ça va.
La vidéo est assez chiante comme ça quand même, je pense. L'adolescence, à part si t'es blanc, grand, beau gosse, populaire, doué en sport, pas trop gros, hétérosexuel et que tes parents t'aiment bien, le tout sans avoir de problème d'argent, c'est assez dur. Mais encore plus pour Kurt. Il voit ses parents se déchirer et c'est un des premiers gosses à vivre un divorce. En tout cas, là où il habite à ce moment-là. C'est le seul. Il le vit très mal, il déteste ses parents, ses profs et tous les élèves. En plus, il a des boutons, donc aucune meuf ne le calcule. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, si on lui disait que ça deviendrait un des plus grands fantasmes du monde entier dans les années 90, 10 ans plus tard, il aurait tapé une bonne barre. En gros, son seul refuge, c'est l'art, mais genre à peu près tout ce qu'on peut ranger dans la colonne art. Tout. Ce bâtard, il dessine, il peint, il chante, il fait de la guitare, il écrit des bandes dessinées. En gros, tout ce que tu ne fais pas quand t'as la possibilité de jouer à Fortnite. Le mec qui pense qu'il dénonce un truc de fou. Mais il se réfugie aussi parfois dans les mensonges. Si la légende est moins bonne que la vérité, écrivez la légende. Et ça, Kurt, il l'a très bien compris. Par exemple, on dit qu'il a acheté sa première guitare après avoir revendu un flingue. C'est totalement faux. Dans Something in the Way, il raconte la vie d'un type qui dort sous un pont. Bon, selon sa sœur, ça lui est arrivé une fois grand max. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sa famille se le refilait. Personne n'en voulait tellement il était ingérable. C'était comme un poison, en tout cas c'est comme ça qu'il se voyait. Donc il a jamais vraiment été SDF, mais par contre, il avait pas vraiment de chez lui, quoi. Il avait pas ce truc hyper réconfortant de se sentir chez soi, de sa maison, quoi. En revanche, il dormait très souvent dans sa voiture, ça c'est vrai, et c'était le cas au moment de la sortie de Nevermind, alors que l'album était numéro 1 dans plein de pays dans le monde, parce que l'argent n'était pas encore arrivé. Mais tout ça ne nous raconte pas pourquoi il murmure dans cette chanson comme un rappeur New Gen de 2021. Et heureusement, l'ingé son le raconte. Alors au départ, il devait l'enregistrer avec tout le groupe, sauf que à un moment, il y a Kurt qui est là au studio, il le marmonne comme ça, hein, peut-être pour s'entraîner, je sais pas. Something on the way. Et l'ingé son entend ça et pète un câble. Il lui dit « Frérot, par pitié, bouge pas d'ici, tu gardes ça, moi je vais chercher un micro, je reviens. » Apparemment, il chantait tellement bas qu'ils ont absolument tout coupé, les trucs électriques, la clim, les téléphones, il fallait qu'on entende que la voix. And I literally held my breath for 3 minutes while he sang, and I mean it was so quiet and yet it was so powerful. Et apparemment, il aurait lâché son guitare-voix en une prise. Alors le son n'est pas très long, mais quand même. Derrière, le groupe a dû jouer par-dessus, mais c'était horriblement dur, la guitare n'était même pas accordée et le rythme n'était pas bon. Et ils savent que c'est cette prise, il n'y a pas le choix, ils peuvent pas se dire vas-y on réaccorde la guitare, on la refait, non, il n'y a pas le choix. Ce qui donne, à la fin, ce rendu un petit peu désarticulé. Something in the way, ça veut dire obstacle, en gros. Même si tout le monde avait compris. Dans la bouche de Cobain, on comprend qu'il y aura toujours quelque chose en travers du chemin. Ça n'ira jamais. Adolescent, il a attendu qu'un train vienne achever sa vie, mais sur les mauvais rails. Le train est passé sur ceux d'à côté, quoi. En 1994, il avale plus de 60 pilules à Rome pour une vieille histoire de jalousie avec Courtney Love, mais il survit. Et un mois plus tard, malheureusement, il se rate pas avec un fusil, cette fois. Il meurt seulement à 27 ans, comme pas mal d'artistes. Vous connaissez le Club des 27, notamment comme Amy Winehouse, dont j'avais parlé dans cette vidéo. Alors, c'est hyper personnel ce que je vais dire, vous avez le droit de pas être d'accord, mais pour Amy, je trouve qu'on a le droit d'avoir des regrets. On peut se dire, si elle n'avait pas rencontré cette personne, Blake Felder-Civil en l'occurrence, peut-être que sa vie aurait été plus belle, même si elle avait un terrain, etc. Bref. Mais pour lui, je le vois pas du tout comme ça. Sa mort, c'est presque la fin du cauchemar, quoi. C'est un mec qui n'a jamais réussi à être heureux. Heureux, c'est une phrase de con de dire ça. Il a jamais réussi à être bien, à être apaisé, à pas se sentir mal. Il fait partie de ces gens qui ne réussissent pas à supporter l'existence. C'est trop dur pour eux, ils sont trop sensibles. Et ça, tous les gens qui parlent de lui en interview le disent. Il était trop sensible, il prenait les choses beaucoup trop à cœur. C'est pour ça que ado, il était tout le temps sous herbe et adulte, tout le temps sous héroïne. Malheureusement, il y a des blessures de l'enfance qu'aucune vie d'adulte, peu importe à quel point elle a réussi, ne peut guérir. Mais du coup, on apprend quand même que tous les artistes qui arrivent à faire des bonnes chansons tristes ont été traumatisés de cette période-là de leur vie. Donc à tous les futurs parents qui me regardent, élevez bien vos enfants. Ou alors, et là c'est seulement pour les kiffeurs que je dis ça, vous vous en occupez très mal et derrière vous récupérez les millions d'euros de leur chef-d'œuvre une fois qu'ils seront morts prématurément. Après voilà, faut pas trop s'attacher, mais ça se fait. Abonnez-vous par pitié. Merci encore à Inconnu de supporter la chaîne. N'hésitez pas à prendre l'essai satisfait ou remboursé, ça coûte rien. Et à la prochaine. Oui bon papa, tu peux arrêter de pleurer là, ça me gêne quand je fais ma vidéo, t'es tellement égoïste, ça va, t'as perdu ta sœur, ça va, pas en faire un fromage, moi j'ai perdu 4 abonnés hein. Oh.